Salut à tous et à toutes, c'est Yorisama, et aujourd'hui on continue le tuto sur comment lire une carte, avec cette fois-ci une plongée dans les détails qui régissent les textes. Alors autant dans la vidéo précédente on a vu les grands principes, et j'ai pu conserver un semblant de plan et de lien logique entre les différentes idées, mais là ça va davantage ressembler à une liste de cas indépendants les uns des autres. J'ai pas trop le choix, j'ai trié au maximum, mais on va quand même passer un peu du coq à l'âne de temps en temps. Comme on l'a vu dans la vidéo précédente, le PSCT a apporté son lot de modifications, et on va en voir encore plus maintenant, mais la majorité est minime, donc si je mentionne tout, la vidéo va faire 2 heures. C'est pour ça que je vous mets en description la page Wikipédia sur le PSCT si vous êtes curieux pour voir tous les changements. Je ne pense pas avoir besoin de vous préciser par exemple que maintenant on dit quitter le terrain plutôt que être retiré du terrain par exemple. C'est assez explicite et ça change pas grand chose à votre compréhension. En revanche, je vais quand même évoquer certains changements peut-être moins évidents pour tout le monde. Par exemple, le fait d'infliger des dommages de combat en attaquant un monstre en position de défense est maintenant simplement appelé à infliger des dommages perçants. Et retirer du jeu se dit désormais bannir. Et en parlant de bannir d'ailleurs, quelque chose qui n'est peut-être pas si commun pour ceux qui n'ont pas joué depuis un certain temps, c'est la différence entre bannir et bannir face verso. Quand on dit de juste bannir, on parle par défaut de bannir face recto. Les cartes sont donc publiques, et chacun peut les consulter. Mais quand on dit de bannir face verso, on met les cartes au même endroit, mais juste face verso. Et donc, elles ne sont pas des données publiques. La seule donnée que le joueur adverse a le droit de demander, c'est le nombre de cartes bannies face verso. Mais seul le joueur qui possède ces cartes a le droit de les consulter, en TCG du moins. Et vous pouvez voir sur les cartes qu'on dit bien bannir face verso d'un bloc, pour bien confirmer que le face verso qualifie l'action de bannir, et pas le reste. On a même un doublé avec le pot d'extravagance qui nous dit de bannir face verso des cartes face verso dans l'extra deck. Donc vous voyez bien que si on parle de bannir des cartes qui sont face verso, on ne colle pas le face verso au verbe, on le colle aux cartes. Cette carte est l'exemple parfait pour vous montrer qu'on colle les termes dans les textes pour s'assurer de ne pas causer de confusion, même si parfois c'est grammaticalement un petit peu étrange. On doit effectuer une action sur des cartes qui sont face verso, et cette action, c'est de les bannir face verso. Ça nous empêche de bannir des pendules face recto dans l'extra deck en fait. Et l'intérêt de nous demander de bannir face verso, c'est qu'une carte face verso n'a aucun effet ni aucune stat. C'est une carte bannie et rien de plus précis que ça. Elle est donc inutilisable avec une bonne partie des effets qui interagissent avec les cartes bannies, sauf si l'effet n'interagit avec rien de plus précis qu'une carte bannie. Ensuite, les mentions effet et normal ont progressivement été ajoutées sur tous les monstres, histoire de bien clarifier les choses. En effet, vous pourrez remarquer qu'un monstre lien sans effet n'est pas un monstre normal pour autant, une confusion qu'il serait assez simple de faire et qui a donc été clarifiée à l'aube de l'arrivée de cette méthode. Comme ça, si on vous demande un monstre normal, vous savez qu'un monstre lien ou Xyz, par exemple, bien sans effet, ils ne seront pas considérés comme des monstres normaux pour autant. C'est donc pour ça qu'il ne faut pas confondre monstre normal et monstre sans effet. Alors, même si, en général, les cartes diront plutôt monstre, et entre parenthèses, monstre à effet exclu, mais au cas où, en anglais, vous pourrez par exemple lire non-effect monster. Ça n'est donc pas que les monstres normaux, mais ça peut être ces monstres-là qui sont ni des monstres à effet, ni des monstres normaux. Et en même temps, c'est normal, puisque si on parlait juste des monstres normaux, bien on dirait monstres normaux, on dirait pas monstre, monstre à effet exclu. Si c'est écrit comme ça, c'est qu'il y a une petite nuance. J'ajoute ensuite que depuis l'ère lien, la mention ou plus a été remplacé par un simple plus, d'où le fait de voir par exemple un plus au lieu de un ou plus maintenant. C'est souvent source d'erreur quand certains lisent les conditions d'invocation des monstres de l'extra deck, donc sachez bien que ça veut juste dire ça et rien d'autre. C'est une modification parmi tant d'autres qui ont pour but de raccourcir les textes. Dans le même style, on a les niveaux X ou moins et niveau X ou plus, X étant ce que vous voulez, qui sont désormais dits max niveau X et min niveau X, respectivement. J'en vois pas mal sans mêler les pinceaux avec ça, mais posez-vous 2 minutes, si on vous demande un monstre de maximum niveau 4, c'est qu'il ne doit pas dépasser le niveau 4, donc ça veut dire niveau 4 ou moins. On a ensuite le cas du durant le tour de chaque joueur, des effets de monstre qui s'activent, qui est maintenant devenu effet rapide, entre parenthèses. Souvenez-vous, on en a parlé dans la vidéo précédente, du fait que c'était un marqueur pour reconnaître un effet rapide justement, et que du coup maintenant c'est encore plus clair. Je dois également vous préciser une nouveauté concernant uniquement les textes anglais, mais uniquement eux pour le coup. En effet, Graveyard, donc cimetière,
a été remplacé par un simple GY. Faites-vous à cette abréviation, surtout qu'au final, savoir lire les textes anglais est très important, cette langue étant la langue de référence pour tout le TCG. S'il y a une erreur de traduction en français, ou si vous n'êtes pas sûr, allez toujours vous référer au texte anglais. Je vais continuer maintenant sur les conventions d'écriture concernant les archétypes. Certains ont du mal à comprendre la nuance qu'apportent les guillemets dans les textes, et c'est quand même très important. Les guillemets indiquent que l'on parle d'un morceau de texte, que ce soit le nom d'une carte, ou dans son texte général, son texte à effet, on pourrait dire. La question, c'est donc comment différencier un archétype d'un nom de carte précis. Un archétype est indiqué par la mention « monstre », alors le nom de l'archétype. Alors bien sûr, si je dis « monstre » sur rouge, personne ne confond. Vous comprenez très bien que je parle des monstres qui ont le morceau « yeux rouges » dans leur nom, et qui font partie de cet archétype. Mais la différence entre monstre magicien sombre et magicien sombre tout court est une source de confusion pour plus d'un. Car si je dis monstre magicien sombre, je parle des monstres dont le nom contient le morceau de texte magicien sombre, et non uniquement de la carte magicien sombre, qui n'est qu'un cas particulier dont c'est le nom complet sans rien autour. Par extension, je ne cite donc pas précisément le nom d'une carte, mais je cite un archétype tout entier. Raison pour laquelle donc, on ne peut pas chercher l'œil de Timée avec le bâton du magicien. Timée cite un archétype, et non le nom précis de la carte. Le bâton ne peut ajouter que des cartes qui citent précisément la seule et unique carte magicien sombre, comme le cercle ou forme du chaos par exemple. C'est également pour ça que forme du chaos ne peut pas être ajoutée à la main par pré-préparation des rites, car elle ne cite aucun nom de monstre rituel. Là encore, on a monstre chaos ou soldat du lustre noir. Donc il faut comprendre monstre chaos ou monstre soldat du lustre noir. On ne cite donc pas précisément la carte soldat du lustre noir, et pour cause, son nom en japonais est Chaos Soldier, donc il fait partie de l'archétype Chaos de base. C'est pour ça qu'on est obligé de le rajouter à chaque fois qu'on parle de monstre chaos, à cause de la traduction initiale de la carte. Et d'ailleurs, il existe d'autres monstres soldats du lustre noir que le monstre rituel de base. Et dans le cas où il n'y a pas de guillemets, ça veut dire qu'on parle de type ou autre catégorie du genre, un monstre bête, magicien, toon, synthoniseur. Pas de guillemets, égale, on ne parle pas du nom d'une carte, on parle d'autre chose. Mais le PSCT a également touché à un archétype en particulier, un des plus gros archétypes du jeu, ainsi qu'un des plus populaires, donc je vais en parler. C'est le terme héros, qui a été modifié sur la plupart des cartes, passant en majuscule intégrale. En temps normal, les majuscules en début de mot n'ont pas d'importance quand on mentionne un archétype. C'est-à-dire que même si une carte cite un archétype avec une majuscule au début, mais qu'une carte possède ce morceau de texte sans la majuscule, on la comptera quand même. Un exemple tout bête, c'est l'archétype Roquette. Quand on dit monstre Roquette, avec donc une majuscule à Roquette, on se fiche que presque aucun monstre ne la possède, étant donné que le nom de l'archétype est presque toujours rattaché à un préfixe. Magna Roquette, Metal Roquette, etc. Mais l'archétype a désormais des cartes, comme Roquette Synchronique, qui ont la majuscule. Et ça vous montre bien qu'au final, ça ne fait aucune différence. Mais, pour les héros, Konami a décidé de mettre en évidence la différence en renommant tous les monstres faisant partie de l'archétype avec un héros tout en majuscule. Cela permet non seulement d'utiliser le mot héros plus librement dans le reste des cartes, sans inclure par erreur une carte dans l'archétype, mais aussi et surtout, ça a permis à Konami d'avoir un nom d'archétype plus large pour tous les types d'héros à venir. À l'époque, on n'avait que les héros élémentaires, de la destinée et du mal, mais depuis on a eu les héros masqués, vision et extra. On a ensuite quelques cas plus techniques et qui vont influencer l'application dans la résolution de certains effets. Quelque chose de relativement récent peut se retrouver dans des effets comme celui de Diabolos des Ténèbres. Il possède un effet déclencheur que l'on peut activer si un de nos monstres est sacrifié. Je rappelle que j'avais dit qu'un effet déclencheur est toujours au début d'une chaîne, et donc que si on sacrifie un monstre au cours d'une chaîne, on doit attendre la fin de la chaîne pour en construire une nouvelle derrière qui commence par les effets des déclencheurs correspondants. Son effet dit « Vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre cimetière si elle y était lorsque vous avez sacrifié, ou la main même si elle n'y était pas ». On fait ici référence au moment où le sacrifice a eu lieu, et à l'endroit où se trouvait la carte lorsque ça s'est passé. Donc si dans la foulée du sacrifice, entre le sacrifice et l'opportunité pour activer cet effet,
vous avez ajouté la carte à votre main, vous pouvez activer l'effet pour l'invoquer depuis votre main. Après tout, la main est un endroit privé, donc l'adversaire ne peut pas pister la carte, on passe donc outre ce problème dans ce cas. Mais si la carte n'était pas dans le cimetière au moment où vous avez sacrifié, vous ne pouvez pas activer l'effet dans le but de l'invoquer depuis le cimetière. C'est une nuance qu'il faut comprendre. On va prendre un exemple parce que vous allez voir que c'est en réalité pas aussi compliqué que ça en a l'air. Il faut juste visualiser la chaîne. J'active la mélodie du réveil des dragons en défaussant une carte. Puis je chaîne Lumière des ténèbres en sacrifiant un monstre. On résout la chaîne à l'envers, donc Lumière des ténèbres détruit tous les monstres qui ont été invoqués spécialement ce tour, puis j'ajoute depuis mon deck à ma main 2 dragons. Vient alors une opportunité de créer une nouvelle chaîne qui va répondre à la précédente, et en l'occurrence, à ce qui s'est directement passé pendant cette chaîne. On peut donc activer l'effet de Diabolos à ce moment-là, et c'est là que tout va dépendre d'où la carte était au moment où on a sacrifié avec Lumière des Ténèbres. Si je l'ai ajouté avec Mélodie, la carte n'était pas là lorsque j'ai sacrifié, mais ça ne pose pas de problème. Pareil, si je l'ai défaussé avec Mélodie, la carte était dans le cimetière quand j'ai sacrifié, donc ça passe. Mais si j'ai sacrifié le Diabolos lui-même, ou si je l'ai sacrifié par la suite dans la chaîne, en y ayant rajouté d'autres effets, la carte est arrivée au cimetière après le sacrifice, et n'a donc pas vu le monstre être sacrifié depuis le cimetière. Donc là, l'effet ne peut pas être activé. Il faut donc bien suivre le texte à la lettre, et pas grand chose de plus en réalité. Autre cas concernant la résolution d'un effet, certaines cartes ont un effet qui demande de cibler, et par la suite dans leur effet disent « détruisez la cible, le monstre, la carte, peu importe », alors que d'autres disent « détruisez-le » ou « détruisez-la ». C'est tout simplement parce que ces deux formulations impliquent des choses différentes. Et bien sûr, c'est pareil, c'est au pluriel. Détruisez la cible veut donc dire, au moment de la résolution de l'effet, que la cible doit toujours correspondre aux critères demandés lorsqu'elle a été ciblée. Si ce n'est pas le cas, l'effet ne sera pas applicable, il se résoudra dans le vide. Le cas assez classique, c'est qu'un effet cible une carte posée, donc face verso, c'est ça que poser veut dire, et qui, à la résolution, disent de détruire la cible. Ça implique que la cible, si elle n'est plus posée à la résolution, elle n'est plus valide. L'effet ne lui est plus appliqué car la carte ne correspond plus aux critères de base. Donc dans ce cas de figure, si on dit qu'on cible une carte posée et que par exemple la carte est un piège continu que l'adversaire va flip en réponse, il va l'activer et le retourner, et ben à ce moment-là la résolution, la carte n'est plus posée puisqu'elle est maintenant face recto, et ainsi l'effet ne peut plus se résoudre. A l'inverse, si c'est juste écrit détruisez-le ou détruisez-la, ça veut dire que ça n'a plus d'importance et qu'on ne se pose pas la question. Du moment que la carte n'a pas carrément bougé d'endroit, genre passer du terrain au cimetière ou du cimetière à être banni, a priori il n'y aura pas de problème. Et ça me donne une transition toute trouvée vers le prochain point, avec la différence entre le monstre, la carte, et ce monstre, cette carte. L'exemple que je préfère est Cyberdragon Tiger. Il cible un monstre machine sur le terrain et dit « le monstre gagne 2100 attaque, tandis que ce monstre ne pourra pas infliger de dommages de combat ce tour. » Le monstre est le monstre ciblé, le monstre qu'on a mentionné plus tôt, tandis que ce monstre est Tiger lui-même. Alors il peut se cibler lui-même et dans ce cas les deux vont se confondre, mais l'idée de cet effet, c'est de transférer ces 2100 points de dommage à un autre monstre si vous voulez. Ça se voit davantage en anglais, puisque le monstre se dit That Monster, et ce monstre se dit This Monster. D'ailleurs, il y a une autre différence plus évidente en anglais, mais malgré tout plus facile à identifier en français dès qu'on connaît la petite astuce, c'est la différence entre 1 en toutes lettres et 1 en chiffres. La différence en anglais, c'est que 1 en toutes lettres c'est E, et 1 en chiffres, c'est 1, comme vous le voyez à l'écran. Donc si je dis un monster, je parle d'un monstre en général, le nombre exact importe peu au final. Tandis que si je dis one monster, c'est un monstre au sens le plus strict, 1 et pas 2, 3 ou 4 ou que sais-je. La question revient surtout dans le cas du Cyberdragon, où certains se demandent si l'adversaire doit avoir exactement un monstre, ou s'il peut en contrôler plusieurs pour pouvoir l'invoquer. Et c'est cette deuxième option, c'est 1 en toutes lettres, donc c'est un monstre en général, pas forcément 1 et rien de plus. Autre point maintenant, qui pourrait être confondu avec un changement de terme au cours du temps, mais qui n'en est en fait pas un, c'est la différence entre défausser et envoyer depuis la main au cimetière. En surface, ces deux expressions désignent la même action, mais la différence se situe dans les implications.
Si quoi que ce soit empêcherait la carte d'être envoyée au cimetière, en l'obligeant à être bannie à la place par exemple, sous Macrocosmos, alors l'action d'envoyer depuis la main au cimetière n'est tout simplement plus réalisable. Ça concerne généralement un coût d'activation, donc ça veut dire qu'on pourra pas payer le coût, et donc même pas activer la carte ou l'effet. Mais à contrario, défausser indique que l'on se fiche que la carte atterrisse effectivement au cimetière ou pas. On la jette depuis la main quelque part. Donc si tout se passe bien, elle est censée aller de la main au cimetière, mais si elle doit être bannie à la place par exemple, ça n'empêchera pas de défausser, et ça n'empêchera pas de considérer ça comme une défausse. Et par là, j'entends un point encore plus important, c'est que si une carte demande à être défaussée pour activer un effet, dans ce cas, si dans le texte elle est envoyée depuis la main au cimetière, ça ne sera pas considéré comme une défausse. Défausser, c'est vraiment une action à part. C'est comme détruire, cibler, sacrifier, etc. Mais à l'inverse, si une carte demande à être envoyée depuis la main au cimetière et qu'elle est défaussée au cimetière, alors là oui, son effet sera applicable, car tout est une question de subtilité et de fait. Défausser est une action très précise, mais être envoyé depuis la main au cimetière, c'est un fait. Formulé comme ça, on se fiche de comment ça s'est fait exactement. L'important c'est que la carte ait bel et bien été envoyée depuis la main au cimetière. Aussi vite fait, je vais préciser que le terme renvoyer au cimetière est bel et bien un terme différent de envoyer au cimetière. Renvoyer désigne le fait de prendre une carte bannie et de la remettre dans le cimetière. Et envoyer, c'est tout le reste des situations. Donc si on renvoie une carte, on ne l'envoie pas au cimetière. Donc ça déclenchera pas certains effets. Je voudrais aussi parler d'un point un peu confus par rapport au « et », « ou », ainsi que les « et/ou » dans les textes avec donc plusieurs actions à réaliser. Le « et » indique que l'on inclut obligatoirement toutes les propositions, pas de choix possible. Mais pour les deux autres, eh bien ça se complique. De toutes les sources que j'ai pu interroger, il semble en ressortir assez clairement qu'ils ont le même sens. Le « ou » sous-entend un « et ou » au niveau du choix, sauf bien sûr dans les cas où pourrait clairement pas y avoir un « et ». S'il faut choisir un seul élément, il n'y a bien sûr pas de « et » mais uniquement un « ou » en termes de sens. Et il y a bien sûr quelques cas de ruling sur des cartes spécifiques aussi. Si vous n'êtes pas sûr, allez jeter un coup d'œil sur le wiki. Mais effectivement, vous prenez polymérisation, vous avez un « ou », mais en réalité vous pouvez faire « et ou », le terrain ou la main, ou alors le terrain et la main. Donc ça c'est effectivement pas très clair. Et enfin, puisqu'on en parle, regardons le rôle des conjonctions. Et si vous le faites, et aussi après ça, puis. Elles indiquent toutes des transitions entre différentes actions dans la résolution d'un effet, notamment si elles se produisent simultanément ou en séquence, donc l'une après l'autre, et si l'une est nécessaire afin de pouvoir réaliser l'autre. Voilà le tableau en question où on imagine les actions A et B. Si c'est et aussi après ça, alors A et B sont indépendants. Si on ne fait pas l'un, on peut quand même faire l'autre. Et A et B se réalisent successivement. Goblinberg invoque, et aussi après ça, il passe en défense. Alors bien sûr, à l'activation, on doit pouvoir invoquer. Mais si pour une raison X ou Y, on ne peut plus rien invoquer à la résolution, on passe quand même la carte en défense. Et c'est également vrai dans l'autre sens. Si c'est et aussi, alors A et B sont également indépendants, mais A et B se réalisent simultanément ce coup-ci. Épée Borel peut changer un monstre en position de défense, et aussi, il peut faire une seconde attaque durant chaque battle phase ce tour. Ça veut dire que si le monstre n'est pas passé en position de défense, Épée Borel pourra quand même attaquer une seconde fois. Bon, là aussi, faut pouvoir résoudre l'effet quand on l'active. N'allez pas penser que vous pouvez cibler un monstre lien avec cet effet. Et encore ici, on n'a pas vraiment deux actions, mais plutôt une action et un bonus appliqué à la résolution. Cette formulation est également beaucoup utilisée pour des restrictions placées sur des effets, comme celui de Cordyceps Prédaplante, qui vous empêchera d'invoquer des monstres qui ne sont pas des monstres fusion. Si c'est puis, alors A doit absolument être réalisé afin de réaliser B, et A et B se réalisent successivement. Magna Rocket nous dit « Vous pouvez détruire cette carte, puis envoyer un monstre sur le terrain au cimetière. » Donc si on ne le détruit pas, on n'envoie rien au cimetière. Si c'est « Et si vous le faites », alors là aussi A doit être absolument réalisé afin de pouvoir réaliser B, mais cette fois-ci A et B se réalisent simultanément. Dans le cas de Zephyros, il s'invoque, et si on le fait, on reçoit 400 points de dommage. Donc si on ne l'invoque pas, on ne reçoit pas de dommage. Mais également, du coup, ces deux actions sont considérées comme étant réalisées exactement en même temps. Enfin, si c'est « et »,
Alors il faut pouvoir réaliser A et B pour faire l'un et l'autre. Si l'un n'est pas réalisable, alors on ne peut en faire aucun. Et aussi, A et B se réalisent simultanément. Le rat automate par exemple nous dit qu'on le change en défense et qu'on invoque spécialement ce qu'on a ciblé. Donc si on peut pas faire soit l'un soit l'autre, on ne fera aucun des deux à la résolution de son effet. Tout ceci a à voir avec le fameux mistiming, dont on parlera en détail dans la prochaine vidéo. En attendant, j'espère que ces vidéos vous ont appris plein de choses et que vous êtes prêts pour le gros tuto sur les chaînes. Message épinglé en commentaire si besoin est, comme d'habitude, et je vous dis à la prochaine.